Les habitants de Châtillon-en-Diois, au plus profond de la Drôme, vont bientôt retrouver leur mairie qui, curieusement, est un superbe bâtiment du XVIe siècle, très marqué par des décors italiens. Cela peut surprendre pour une localité assez modeste, mais en vérité, c'est une longue histoire. Celui qui va construire ce magnifique édifice à la toute fin du XVIe siècle est monsieur Claude de Perdier pour les uns, Claude de Perdeuillet pour les autres, et surtout, monsieur le baron de l'Argentière, car il était honoré de ce titre. Tout cela ne serait que des mondanités, s'il n'y avait dans l'histoire de cette belle demeure un aspect très inattendu. Elle n'a pu être construite dans cette région où l'on s'est massacré sans pitié lors des guerres de religion, qu'à un moment miraculeux où catholiques et protestants ont fait la paix. Elle est le rarissime témoin, au milieu de décennies de haine, d'un petit demi-siècle où les esprits se sont apaisés. Aujourd'hui, à tous les étages, on trouve des équipes d'ouvriers talentueux et amateurs du beau travail qui redonnent de l'éclat à la demeure de monsieur le baron, qui, plus modestement, se contentera du titre d'hôtel de ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 1200 habitants à l'intérieur de Châtillon et qu'il y avait une fontaine ici. Et que d'autre part, à cause de l'étroitesse des rues, parce que c'était moins large que cela, parce qu'il y avait les pesureaux, ce qu'on appelait les pesureaux, les escaliers, qui desservaient les maisons, eh bien, le passage pour les charrettes devenait trop étroit. Donc, on a donné l'autorisation aux gens qui habitaient à l'intérieur du village, déjà dans un premier temps, de sortir pour pouvoir tourner autour d'une fontaine qui n'était pas celle-ci non plus. Autrement dit, ce qui est derrière vous était a priori clos. Clos, ouais. Exactement. Oui, et d'ailleurs les habitants avaient un droit à payer pour pouvoir revirer autour de la fontaine. À la place de ce bâtiment, il y avait les remparts, les fortifications. Et à la fin je crois que c'est en 1573, je ne sais plus trop la date, mais c'est dans ces eaux-là, on a donné ordre de détruire toutes les fortifications de certains villages, dont Minglon, Châtillon, pour éviter les luttes entre les catholiques et les protestants. Parce que c'était après un édit où on donnait les guerres de religion. C'était un intermède pour les guerres de religion. Elles se calmaient un petit peu à ce moment-là, puisqu'on a donné aux protestants le droit de pratiquer leur religion pendant un certain temps. Puis après, bon, les choses ont changé. Mais on était à une période intermédiaire pour les guerres de religion. Donc, pour qu'il n'y ait pas de problème entre les catholiques et les protestants, qui se regardaient quand même un petit peu en chien de fusil, et que les uns ne se servent pas des fortifications des villages pour se réfugier puis attaquer les autres, le gouverneur du Dauphiné a donné ordre de détruire les fortifications. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, il y a des constructions qui se sont mises sur les remparts pour utiliser les pierres, enfin, etc., dont cette maison. C'est une rue où là, le long, il y avait les remparts. D'accord ? Puisqu'ici, c'était la porte. Ça veut dire que ce qui sera par la suite l'hôtel de ville, oui, est construite sur les ruines de remparts, à la place de remparts, hein, c'est ça ? Sur une partie déclassée de remparts, voilà, tout à fait. Et nous sommes alors à peu près... À la fin du XVIe siècle, 1573, il y a eu l'édit. Donc on pense que la maison a été construite à partir de ces années-là jusqu'à peu près en 1600. Pour ne pas se tromper sur les Châtillonnais. Il y avait quand même à Châtillon quelques maisons à l'intérieur qui datent de la même époque et qui sont dedans très, très belles.
Peut-être pas aussi belle que cette maison qui, elle, était magnifique. Il y avait 2-3 familles qui commençaient à connaître les fastes. Et ça, grâce aux guerres, hein, il faut le dire. Oui, ben c'est évidemment la question que j'allais vous poser, parce que d'où vient cette magnificence? Alors, donc, par les guerres, ça sera le cas de ce seigneur dont on parlera tout à l'heure, les gens, il y avait des militaires, bien sûr, donc les gens ont appris à connaître d'autres lieux. Par exemple, il y a quelques-uns qui sont allés en Italie, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui n'est pas très loin d'ici. Quelques-uns avaient des rapports aussi avec les Hautes-Alpes, qui avaient aussi pas mal de rapports avec les Italiens, où la Renaissance était déjà existante à la fin du XVIe siècle. Cet hôtel de ville, est-ce qu'on peut le borner un petit peu, dire quand est-ce qu'il est construit et en gros ce qui va lui arriver? Il est construit à la fin du XVIe siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir des années 1573, quelque chose comme ça. Il y en a qui le bornent vers 1600 pour la fin. Il est construit par Claude de Perdier, qui est un seigneur protestant qui a son château à Minglon et qui est d'une famille protestante minglonnaise du Diois. Et il y a eu une courte période où René de la Tour-Gouvernée, qui était un seigneur protestant, qui a combattu d'ailleurs avec les Liguières comme Claude de Perdier, qui a racheté à l'évêque de Die. L'évêque de Die l'a cédé facilement pour avoir la paix avec les protestants. D'accord ? Et la Tour-Gouvernée a régné, on va dire comme ça, entre guillemets, sur Châtillon pendant 45 ans. Et après, Châtillon est revenu aux évêques de Die. Mais et ça a été construit pendant la période protestante, enfin, seigneur protestant de Châtillon. Et jusqu'à la Révolution, c'est les catholiques en fait, sauf les 45 années de la Tour-Gouvernée. voilà la Révolution. Oui. La Révolution s'empare, enfin le nouveau pouvoir s'empare Oui. de cette... Oui, ça a été acheté aux enchères pour pas bien cher, hein. Voilà, ça faisait partie des biens du clergé, donc la mairie a été achetée voilà, aux enchères, au deuxième feu. Il y a un texte qui le dit, pour pas bien cher, voilà, pour en faire la maison commune, ce qu'on appelait la maison commune à l'époque. C'est-à-dire qu'on y a logé, le plafond de l'église s'est effondré, donc au premier on y a mis l'église pour que les offices continuent à avoir lieu. Les consuls de cette époque-là ont cédé une salle pour le maître d'école dans la mairie. Il y avait d'autres choses dans cette maison, parce qu'en même temps, elle a été il y a eu longtemps une inscription qui était Régie royale des tabacs. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a été cédée au prieur de Guignez, il en a fait une maison qui lui rapportait. On retrouve dans les textes des choses où la commune, enfin les consuls de l'époque, versaient des sommes pour l'école, pour le bureau du juge de paix. Ah, le juge de paix aussi a été là. On a logé les instituteurs, là aussi. Enfin, on a fait plein de choses dans cette maison. Les Châtillonnais restent attachés, oui, à cette maison, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. C'est le centre du village, Alors, qui est en train de mourir un peu, mais c'est quand même le centre du village. Et c'est important pour les habitants du Haut, parce qu'à Châtillon, il y a les habitants du Haut et les habitants du Bas. Hein. Voilà. Donc c'est important de maintenir la mairie là pour les habitants du Haut, parce que ça amène un peu de vie. C'est vrai que la vie de Châtillon est surtout maintenant orientée en bas. Enfin, la rue du Bas, elle traverse en bas, bien sûr. Elles sont égales. En fait, on a déjà modifié les rampes. Oui.
C'est une opération qui a démarré, je crois, en 2018. Donc c'est pas si long dans le temps, hein, surtout quand on connaît tous les épisodes qu'on a connus entre-temps de Covid qui nous ont quand même bien ralenti. Mais ce sont des opérations qui sont toujours un peu longues parce que elles sont complexes scientifiquement. C'est un monument qui est classé, monument historique. Donc il y a à prendre en compte toute la démarche scientifique qui entoure ces protections. Notamment, comme on le voit derrière nous, c'est un bâtiment qui a des décors de peinture murale qui sont rares et donc il s'agit de bien les restaurer, je dirais, dans les règles de l'art. On commence par faire un diagnostic du bâtiment. Les premiers éléments sont le relevé sur place. Donc il est important de relever l'édifice, donc on a fait un relevé complet. Et dans ce relevé du bâtiment existant, on a retrouvé des traces, des vestiges, notamment des décors, des traces de positionnement d'escaliers, de cloisons anciennes. Et tous ces éléments-là, on les matérialise sur des plans et on fait parallèlement des études d'archives. Donc il y a déjà des ouvrages qui ont été faits, donc, notamment à Châtillon, il y a un ouvrage de Michel Truc qui est très intéressant parce qu'il retrace l'histoire de Châtillon, la petite histoire de Châtillon, comme il est intitulé, dans lequel on a déjà pas mal d'éléments d'histoire. Et puis après, on va aussi aux archives municipales, aux archives départementales pour retrouver d'autres traces éventuellement. Malheureusement, on n'a pas retrouvé grand-chose en documentation historique, si ce n'est un inventaire de 1630. Voilà. Et cet inventaire, il nous est précieux parce que en 1630, le Claude de Perdeuillet, pas Perdrier comme on a tendance à trop souvent le dire, Claude de Perdeuillet est propriétaire, c'est lui certainement qui a fait construire cette très belle maison et fait un inventaire avant décès, en fait après décès plutôt, avec l'ensemble des éléments qui composaient cette maison. Donc ça c'est peut-être la seule source d'archives qui subsiste de cette demeure. Et là, vous essayez de reconstituer le motif d'origine. C'est ça. Ça doit être vachement dur. Bah ça va parce qu'on a quand même pas mal de parties encore existantes. Du coup, on avait des modèles. On a des traces écrites, par exemple, pour savoir la peinture, comment elle a été composée à l'origine. Mais pas vraiment. Faut se débrouiller. Comment? Faut se débrouiller. Ouais, faut se débrouiller. Mais par exemple, on sait pas comment finissaient les pilastres. Donc là, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer, parce qu'on peut pas réinventer. Donc c'est un peu... Et alors pour les couleurs, Liendou, parce que j'imagine que vous essayez de retrouver les couleurs d'origine. Ouais, c'est ça, on travaille avec des pigments. Et c'est des mélanges de pigments en fait. Des pigments à partir desquels vous reconstituez dans la mesure où vous pouvez la connaître, la couleur d'origine. Ben comme on a des résidus de l'ancien, on a la couleur d'origine et donc on essaye de s'adapter selon les zones, on arrive à retrouver la couleur. Moi j'ai une formation en restauration de peinture et de tableaux à la base. Et c'est un diplôme en 5 ans de restauration. J'ai pas commencé des chantiers il y a très longtemps, ça fait 1 an. Avant j'étais plus sur la restauration de tableaux du coup. La méthode scientifique, elle est suivie par les services administratifs de la DRAC, voilà. La conservation régionale des monuments historiques, parce que le bâtiment est classé en partie, inscrit pour d'autres parties et d'autres parties qui ne le sont pas. Donc en fait, là, dans des cas comme ça, au moment du diagnostic, on échange énormément avec les services de la DRAC pour définir les protocoles de restauration et définir ce qu'on appelle un parti pris de restauration. Et c'est très important, dès le début des études, de savoir dans quelle direction on va. Et sur ce projet, il y a même eu une inspection des monuments historiques qui est venue ici à Châtillon pour apprécier
le niveau d'intervention qu'on pouvait se permettre d'avoir sur notamment les décors, puisque c'est la partie, je dirais, la plus étonnante de l'ensemble. Mais donc pour la cage d'escalier comme pour les façades, il a été accepté qu'on puisse reproduire ou compléter les décors qui étaient manquants, donc toutes les lacunes qu'il y avait sur la façade, et il y en avait de nombreuses, de les compléter, ce qu'on dit de façon s'autotone, ça veut dire un ton plus léger. C'est pour ça que les décors authentiques ont été consolidés et ils sont vifs, tandis que les décors restitués sont dans un ton plus léger et on perçoit comme ça la restauration. On ne ment pas, je dirais, aux visiteurs en disant que c'était comme ça. C'est une manière de dire voilà les décors qu'il y avait autrefois, ils ont été restaurés, mais on a complété à la manière de la maison qu'il y avait en 1630. Le bâtiment en haut, le chiffre ça fait 30 cm, le mètre 90 on arrive Je vous voyais tout à l'heure regarder comment on pourrait arranger une salle de mariage, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait contemporain. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose qui va abriter une mairie avec quand même les exigences de ce bâtiment? Dans les doctrines de monuments historiques qui sont je dirais, guidées par la Charte de Venise, qui est un document qui dit justement à partir du moment où on ne sait plus comment c'était, on ne cherche pas à inventer ou à plagier ce qu'il pouvait y avoir. La restauration, l'intervention architecturale doit porter la marque de son temps. Et porter la marque de son temps, ça veut dire, du coup, on est dans une construction contemporaine d'aménagement. Et pour le coup, on ne cherche pas à faire à la manière d'eux, mais je dirais, suivant les usages d'aujourd'hui et les besoins d'aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive de copier? Parce que j'imagine que des bâtiments comme ça, il doit y en avoir si on cherche bien en courant la France. Alors est-ce que vous allez repérer chez d'autres comment ça a pu être de façon relativement similaire? Nous, on ne copie pas, en fait, on évite de copier, on cherche à respecter la matière authentique. Donc, par contre, on s'inspire de ce qui a été fait, notamment en termes de décor, pour éventuellement poursuivre le décor dans la mesure où on en a la connaissance. On n'invente pas. Voilà. Donc, les seuls éléments de copie qu'on pourrait faire, c'est reproduire des motifs simples, tels que ceux de la façade qui sont là, parce qu'on est certain qu'ils ont été là. Alors ensuite, le bâtiment, lui, s'est inspiré d'œuvres importantes. Et Claude de Perdrier a été un compagnon d'armes du duc de Lesdiguières, et donc il s'est inspiré de ses voyages en Italie, notamment dans la région du Piémont et de Queno, où il y a énormément de façades peintes. Donc je pense que ce sont plus des inspirations que des copies. Quand on voit la place des Vosges à Paris, de la même manière, c'est une façade avec des briques, de la pierre. C'est exactement ce qu'on a sur ce décor de la mairie de Châtillon. C'est quoi cette espèce de goudron là? C'est du ciment, mais du réagréage. Et ça sert pour rattraper un peu les niveaux. On doit refaire. Ça doit faire plaisir de faire un boulot aussi précis, quoi, parce que quand même... Ouais, c'est satisfaisant, ouais. C'est une partie satisfaisante, c'est sûr. Surtout pour le cadre qu'il y a autour. Vous faites souvent ce genre de bâtiment ou bien dans notre prison mère, on en fait régulièrement. Enfin, c'est dans notre domaine de faire tout ce qui est patrimoine historique. Donc c'est quand même vachement dans notre corps. Et en même temps, pour vous, j'imagine que ça doit être une spécialité. Enfin, je veux dire, il faut s'y connaître, quoi, pour dire les choses simples. Je pense qu'il faut avoir quand même certaines connaissances avant de s'y aventurer dans le patrimoine. Il faut avoir peut-être un peu d'expérience quand même.
avez fait des études pour ça? Les Compagnons du Devoir. Ah. J'avais fait 2 ans de CAP et 1 an de Tour de France. Et après, je suis allé directement à Deluandeuse, à l'entreprise. Donc ouais, 2 ans de CAP. Sur des édifices protégés au titre des monuments historiques, on se doit d'employer que des entreprises qui ont de véritables savoir-faire ancestraux, qui sont capables de reproduire, comme ça s'est fait au XVIIe siècle, ces bâtiments. Et on a la chance d'avoir des artisans qui sont passionnés, des compagnons, et même quand parfois on a quelques artisans qui ne sont pas, je dirais, du cru des monuments historiques, en fait, ils se familiarisent très vite avec cette pratique et cette méthodologie d'intervention sur des monuments historiques qui consiste surtout à regarder ce qu'il y a et de reproduire, alors on parlait de reproduction, de reproduire là des savoir-faire, notamment pour la partie du soubassement qui est faite en faux appareillage de pierre. Là, c'est vraiment le maçon de l'entreprise qui a recherché la méthode pour reproduire ce grain qui est très particulier et qu'on attend dans un soubassement de pierre. Donc il s'est renseigné et en fait il a regardé avec quel matériau on pouvait le faire, et plutôt que de le faire avec du mortier et sa truelle, il a pris du buis, une branche de buis qu'il a trempé dans le mortier et qu'il a projeté. Ça donne exactement l'effet d'une pierre, d'une fausse pierre. Donc ça, c'est retrouver des gestes. Et alors là, donc, vous faites exactement quoi en ce moment-là, à l'instant? Là, j'injecte un mortier liquide parce que, vous voyez, ça, l'enduit s'est détaché du mur. C'est pour donner une adhérence et que ça recolle. Et là, vous faites quoi, là, monsieur? Alors, je lui relève les chevilles de manière à ce qu'elle puisse travailler proprement sur son mur. On va pas recouvrir des vieilles chevilles. Hein. C'est pas du travail, ça. Mais un mur aussi abîmé que ça, vous allez faire quoi parce que... Alors ça, c'est sa spécialité. Ah, là, je suis en train de le nettoyer. Là, on nettoie pour récupérer la couleur d'origine. Cette espèce de beige là. Ouais. On va restituer les zones un peu larges où on a mis du blanc avec un edge pour reprendre la couleur. Par contre, on garde les graffitis. On les couvrira juste d'un jus léger pour garder les traces historiques de ces graffitis parce qu'il y en a de très anciens. Peut-être un peu de surprise au moment où on a fait le clocher, parce que le clocher qui était tout en feuilles de fer blanc, qui a été complètement restauré, quand on a déposé la couverture qui était complètement piquée et rouillée, la charpente dessous, qui était une très belle charpente en chêne, était elle aussi très altérée. Et là, l'entreprise bourgeoise qui a réalisé cette restauration a réussi quand même à sauvegarder des pièces authentiques et de les refaire, de compléter, je dirais, avec des éléments de chêne neufs. Voilà. Donc là, peut-être qu'on a eu ici une surprise, je dirais, on ne s'attendait pas à avoir une charpente en si mauvais état. Et vu la hauteur du clocher, c'était un peu difficile à relever avant de mettre des échafaudages. On a le plaisir de travailler sur des chefs-d'œuvre au quotidien, c'est une chance effectivement. Néanmoins, la mairie de Châtillon est un chef-d'œuvre à part entière. Et ce qui subsiste en tout cas de cette maison du XVIIe siècle est remarquable. La qualité des décors qui ont pu être conservés, qui sont venus à nous, je dirais, dans cet état, même s'ils étaient très délabrés, il y a eu beaucoup de remaniements au XIXe, étaient dans un état de conservation étonnamment bon. Et on peut se demander pourquoi ces décors, qui sont quand même des décors fragiles, sont des décors à la détrempe, sont restés aussi vifs encore aujourd'hui. Probablement parce que l'air est pur à Châtillon.